Bonjour à tout le monde. C'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de présenter la prochaine conférencière, Silvia Sebastiani. Silvia Sebastiani est directrice d'études, autrement dit professeure, à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Elle est spécialiste des Lumières, notamment écossaises, des questions de race, de genre, du monde atlantique et des études animales à l'époque moderne. Parmi ses nombreuses publications, je mentionnerai ces deux ouvrages, enfin deux de ces trois ouvrages. En 2013, The Scottish Enlightenment, Race, Gender and the Limits of Progress chez Palgrave Macmillan, et le second en 2021, écrit à quatre mains avec Jean-Frédéric Chaube, Race et histoire dans les sociétés occidentales, paru chez Albin Michel. Silvia Sebastiani a également publié de nombreux articles consacrés à l'histoire des sciences et à l'histoire des animaux à l'âge moderne, notamment un numéro que vous pouvez voir à la librairie, coordonné avec Sylvie Steinberg chez Clio, intitulé Animalité, et plusieurs questions sur la question des orang-outans et leur circulation, le rapport entre humanisation et déshumanisation. Et c'est le sujet de la conférence que va nous présenter Silvia Sebastiani. Et d'ailleurs, elle m'a dit tout à l'heure qu'elle prépare un livre sur la question des orang-outans à l'époque des Lumières. Et vous avez donc le privilège d'avoir en première ces recherches. Une conférence intitulée « L'orang-outan des Lumières ». Merci beaucoup Silvia Sebastiani, on serait juste de vous écouter. Donc, bonjour ou bonsoir plutôt à toutes et tous. Un grand merci aux organisatrices et organisateurs de ces très beaux festivals Histoire et Cité pour cette initiative importante et aussi pour m'avoir invité. Et merci également à Laurent Chapuis pour sa présentation, pour l'animation de cette séance. Et merci à vous toutes et tous pour être ici à écouter l'orang-outan des Lumières. Je ne sais pas si c'est un privilège ou non, on verra en cours de route. Donc, le but de mon exposé sur l'orang-outan des Lumières est de démontrer comment l'orang-outan, arrivé en Europe à partir des années 1630, met à l'épreuve les frontières de l'humanité dans les controverses scientifiques des Lumières qui croisent, et ça c'est un point important pour moi, les enjeux politiques, juridiques et économiques des sociétés esclavagistes. Dans cet exposé, j'aborderai rapidement, très rapidement, donc j'irai assez vite. Déjà, j'ai un peu la tendance de parler vite. Si c'est trop vite, vous me ferez des signaux pour ne pas exagérer. Et j'aborderai rapidement les premières 150 ans de l'introduction, dissection et exposition publique des grands singes en Europe entre les années 1630, lorsque les premières grands singes vivantes arrivent aux Pays-Bas, puis en France et en Grande-Bretagne, et les années 1770, lorsque les débats britanniques sur l'abolition de la traite reformulent la division entre l'humain et l'animal. En se croisant avec les débats sur l'esclavage, la controverse sur l'orang-outan change de cible et de portée. Les grands singes deviennent la preuve de l'animalité de l'Africain. À partir, et ça c'est un peu la thèse du livre que je suis en train d'écrire, à partir du moment où la distinction entre l'animal et l'humain se réduit, les différences à l'intérieur de l'humanité entre les sauvages et les civilisés, j'utilise la langue des philosophes des Lumières, entre les noirs et les blancs, s'accroissent et se cristallisent. Une hiérarchie des races humaines s'établit alors au sein de l'humanité. À travers l'orang-outan, mon enquête porte sur les degrés d'humanité et la construction de la race. Je vais explorer trois moments distincts du débat britannique, je suis plutôt un spécialiste de l'Écosse et du monde britannique, en mettant en particulier l'accent sur les moments centraux. L'anatomie comparée, c'est le premier point, constitue les points de départ de mon étude et dans un premier temps, je me concentrerai sur la première dissection d'un orang-outan publiée à Londres à la fin du XVIIe siècle. Le deuxième moment concerne la dimension publique de l'anatomie et son lien avec le spectacle et la marchandisation de l'orang-outan. Au centre de l'analyse, il y aura l'arrivée sensationnelle de mon héroïne, qui est Madame Chimpanzé, à Londres en 1738, ramenée d'Angola par un marchand d'esclaves exposé dans les lieux de sociabilité par excellence au XVIIIe siècle, c'est-à-dire les coffee house. Je terminerai
en évoquant, mais très très rapidement, les moments des années 1770, lorsque les débats britanniques sur l'abolitionnisme deviennent si cruciaux qu'il entraîne une reformulation de la division entre l'humain et l'animal. L'association entre les grands singes et les Africains, nourrie par l'imaginaire sexuel de leur possible accouplement et croisement, offre de nouveaux arguments à la question la plus fondamentale de cet âge de révolution, c'est-à-dire l'esclavage. En plaçant l'orang-outan au centre de la science de l'homme des Lumières, je souhaite ainsi montrer l'articulation des trois perspectives analytiques, la controverse scientifique, l'exposition publique et les débats sur l'esclavage. Donc, si les singes appartiennent au bestiaire occidental depuis l'Antiquité, la connaissance du grand singe est beaucoup plus récente. L'orang-outan fait son apparition au XVIIe siècle. Il est distingué par des singes communs, tant par son physique humain que par son caractère mélancolique. Mais qu'est-ce qui signifie orang-outan au XVIIIe siècle? Les mots dont l'orthographe n'est pas stabilisée pendant la période moderne, de sorte qu'il est impossible de faire des recherches par mots-clés, et ça, chaque fois qu'on regarde les journaux, c'est assez problématique, entre dans l'horizon des connaissances zoologiques de l'Europe dans les années 1630. Venu de Malaisie, il est la traduction des hommes des bois, hommes des forêts. Orang signifie homme et outan signifie bois-forêt. C'est donc la traduction exacte du latin Homo sylvestris. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le terme est employé comme un nom générique pour désigner autant l'orang-outan asiatique de Bornéo, ce qui est pour nous les vrais orang-outans, l'orang-outan rouge, on peut dire, dans notre classification actuelle, que les chimpanzés africains, que nous distinguons aujourd'hui comme deux espèces différentes d'anthropoïdes. Quant aux gorilles, il faut attendre la moitié du XIXe siècle pour les voir en Europe. Donc, des routes commerciales différentes permettent à l'orang-outan chimpanzé d'arriver en Europe. Celle des Indes orientales, où la compagnie néerlandaise des Indes orientales avait bâti son empire commercial au XVIIe siècle, et celle de l'Afrique du Sud-Ouest, où les Britanniques opèrent en parallèle avec les Hollandais et les Portugais. Cette diversité et cette amplitude géographique sont cruciales pour comprendre le débat du temps, un temps où de nombreux autres termes sont utilisés comme synonymes. On commence mal. Notamment pygmée, pygmée, satyre indien, et vous les voyez là, Barris, Drill, Smitten, Quayos Morro, Selvage et Chimpanzé. Parmi d'autres, à vrai dire. Je vous invite, dans ce sens, à regarder les volumes 14 de l'histoire naturelle de Buffon. Vous voyez là les Joko, donc la représentation de l'orang-outan par Jacques de Sèvres, et où Buffon fait toute une liste de nomenclatures bien plus nourrie de ce que j'ai listé ici. Et vous pouvez apprécier la richesse et variété des mots utilisés pour décrire ces grands singes. Cette confusion lexicale qui mêle des terminologies modernes et mythiques, vous voyez par exemple les satyres indiens, les pygmées comme synonymes, ainsi que des vocabulaires européens, asiatiques et africains, est crucial pour comprendre le débat des Lumières et son étendue géographique. La frontière entre l'orang-outan et l'homme sauvage émerge de l'opération qui consiste à nommer. Et elle est très instable et incertaine. Vous voyez, la superposition avec les CCD homme sauvage est directe. Au-delà du nom, et comme les laisse entendre tous ces synonymes, c'est la définition qui pose problème. Au XVIIIe siècle, on ne connaît presque rien de grands singes jamais observés dans leur environnement naturel. Les rares spécimens qui arrivent vivants en Europe ne sont que des rejetons arrachés à leur mère, tués pour les récupérer, et sur lesquels sont projetées toutes sortes de caractéristiques et qualités. La description des orang-outans se stabilise autour de 4 caractéristiques. Ce sont des quadrumanes, selon l'expression forgée par Buffon. Ils ont un visage et des organes humains, ils marchent debout, ils vivent en société. Non seulement ils utilisent des outils, ils construisent des abris, enterrent leurs morts, mais ils sont aussi capables d'exprimer des sentiments et des émotions. Selon plusieurs récits de l'époque, ils pleurent, ils aiment s'habiller, ils boivent dans des tasses et ont l'habitude de dormir avec une couverture et un oreiller. S'ils ne parlent pas, ils comprennent le langage humain.
Selon certaines, ils seraient même capables de parler, mais ils ne le font pas pour ne pas travailler. Leur mutisme serait ainsi un choix rationnel pour préserver leur propre liberté et non une distinction par rapport aux êtres humains. Vous imaginez au moment du boom de l'esclavage, que c'est le même moment des Lumières, ce que cela signifie. En outre, il est reconnu que les mâles de l'espèce enlèvent et violent les femmes humaines. L'idée que ces unions engendrent une progéniture est évoquée par de nombreux auteurs, dont certains expliquent ainsi la noirceur de la peau des Africains. Si l'orang-outan intéresse autant les naturalistes et les philosophes des Lumières, c'est moins à lui-même que par rapport à l'être humain auquel il ressemble de manière inquiétante. Trouver les grands singes devient le mot d'ordre de l'Europe du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, les trouver pour comprendre l'homme. C'est ainsi que l'orang-outan chimpanzé entre dans les premiers traités de causistique médicale parmi d'autres cas cliniques. C'est le premier moment où on parle de cas cliniques aussi pour la médecine à partir des années 30 du XVIIe siècle. Le médecin hollandais Nicolas Tulp, rendu célèbre par la leçon d'anatomie de Rembrandt, publie ses observations médicales en 1641. Il présente 163, ça c'est les nombres, c'est la chose la plus compliquée pour une italienne, cas cliniques après l'épilepsie, les cancers du sang, la gangrène. Il discute les cas limites de l'orang-outan. Tulp conçoit probablement son dernier chapitre comme un moyen de réaffirmer la frontière entre l'homme et l'animal, mais l'entrée du grand singe dans un traité de médecine produit l'effet inverse. Elle consolide l'idée de sa proximité avec l'humanité. La force de l'ouvrage réside dans l'autorité de Tulp, dont Tulp s'est prouvé. Il a pu observer, et je souligne ces verbes, que c'est les verbes de l'anatomiste, l'un des premiers grands singes vivants ayant atteint l'Europe, au moins les premières dont on a la trace. Une femelle, peut-être un chimpanzé, mais là, le débat est très large, surtout par rapport à cette image. Les historiennes et les historiens de l'art ne sont pas d'accord d'où il vient, donc je laisse ouvert. Amené aux Pays-Bas en 1630 et installé à La Haye, dans la ménagerie du prince d'Orange, Frédéric Hendrik. Tout en donnant un bref aperçu des caractéristiques physiques des muscles, de la peau de l'orang-outan ou Homo sylvestris, ou encore satirandien comme il l'appelle, ou Quaius meur, l'anatomiste prête l'attention à son comportement, soulignant son habitude d'utiliser des tasses pour boire, des oreillers et des couvertures pour dormir, je traduis du latin, comme les personnes les plus éduquées. Tulp accompagne ses observations empiriques de longs extraits des sources anciennes sur les singes et sur les satyres. Il répète, avec Pline ou après Pline, que les mâles de l'espèce avaient des désirs sexuels, je cite, ardents et sans vergogne pour les femmes, ce qui devient un lieu commun. Les expériences anatomiques et la philologie, donc, vont de pair. Un portrait gravé, ce que vous voyez derrière moi, sur un plan page et sur la couverture du traité complète la description. Je vous montre aussi la couverture de ce trait, représentant l'orang-outan femelle dans une attitude modeste et couvrant son sexe, par contraste avec l'excès sexuel des mâles et de l'espèce évoquée dans les textes. Dans la couverture, vous voyez derrière, l'orang-outan est placé au bas d'une structure néoclassique sous un homme et une femme correspondant à des cas cliniques traités dans les livres. Donc, il devient un cas clinique comme les autres. Il est au-dessous des humaines, mais dans une position centrale. Cette image est d'autant plus importante qu'elle va devenir une icône de l'orang-outan qui fixe, par une source visuelle, son comportement à la fois humain et féminin. Copié, remprimé, réadapté dans la littérature des voyages ainsi que dans des traités scientifiques toutes les langues du XVIIIe siècle, et même au-delà, elle va jouer un rôle aussi important que les textes savants dans la représentation du grand singe. Et vous voyez là, par exemple, je vais très vite, l'histoire générale des voyages de l'abbé Prévost. Vous voyez que la même image des tulpes que vous avez à votre droite,
et l'autre avec un environnement supposé d'origine d'Angola, comme vous pouvez voir, et vous voyez la même image de l'autre côté. Vous voyez, c'était copié et donc inversé dans A New General Collection of Voyages de Thomas Ashley. Et là, ça c'est un exemple parmi beaucoup d'autres que je pourrais vous donner. En effet, les images ont été un support fondamental pour la circulation de l'idée de la proximité entre l'homme et l'orang-outang, car elles fixent les caractères. En même temps, elles jouent un rôle crucial dans les processus de fabrication et de communication des savoirs et contribuent à décentrer les lieux de savoir des lieux scientifiques aux espaces publics. En 1698, la dissection anatomique d'un orang-outang ou d'un pygmée, en fait un bébé chimpanzé, relance les débats européens. La dissection est réalisée à Londres par Edward Tyson, membre de la Royal Society et du Royal College of Physicians. Je ne peux pas entrer dans les détails de cette expérience importante considérée par l'historiographie comme une contribution majeure à l'anatomie comparée et qui a dicté l'agenda du débat sur l'orang-outang jusqu'à la fin des années 1770 au moins, peut-être même plus. Cela nécessiterait un exposé en soi. Je vais simplement attirer votre attention sur les titres significatifs de la dissection de Tyson publiée en 1699. Orang-outan homo sylvestris, etc. Vous les voyez derrière moi et vous voyez tous les termes en rouge sont considérés comme synonymes. Et de l'autre côté, les titres indiquent la double structure et perspective dans laquelle il s'inscrit entre anatomie moderne et philologie ancienne, exactement comme on a vu déjà en Tulpe. Donc, l'essence, c'est son corps est comparé d'un côté à celui d'un monkey ou un ape, on n'a pas cette distinction en français, fondamentalement avec une singe avec queue ou sans queue d'un côté, et de l'autre côté à celui d'un homme. Ce que Tyson aboutit, sa conclusion est qu'il y a beaucoup plus de ressemblances physiques internes et externes avec l'être humain, entre l'orang-outang et l'être humain, qu'entre l'orang-outang et les singes. Il compte 48 points en commun contre 34 éléments de divergence. Donc, il est plus similaire que distant de l'être humain. À l'appui de sa démonstration, encore une fois, on a les planches qui accompagnent les textes et qui contribuent à renforcer la dimension anthropomorphe du chimpanzé orang-outang, qui, comme vous voyez, est représenté comme bipède. Michael van der Gucht, un collègue de la Royal Society, et William Cowper, pardon, un collègue de la Royal Society, et ça c'est l'imprimé. Et comme vous pouvez voir ici, c'est un bipède, mais un bipède un peu instable en tant que quadrumane, comme vous pouvez voir là-bas. Et donc il est représenté avec un bâton pour être complètement stable ou avec une corde quand il est vu par derrière. Les supports disparaissent complètement des dessins, de son squelette et de la musculature qui deviennent ainsi plus semblables encore à celles de l'être humain. Vous voyez peut-être, il y a des petits numéros là qui correspondent d'un côté au singe et de l'autre côté au corps humain. Donc chaque muscle, chaque os est comparé. En comparant les muscles de l'orang-outang tels que représentés par William Cowper à la représentation des muscles du corps humain des Vesal, donc c'est vraiment les fondateurs, on pourrait dire, de l'anatomie moderne au XVIe siècle, on peut apprécier la proximité des deux. On peut voir que les modèles sont exactement identiques même. L'orang-outang relie ainsi, je cite Tyson, et vous les voyez en rouge, the lowest rank of men and the highest kinds of animals, c'est-à-dire les rangs les plus bas des hommes et les plus hautes des animaux. Avec cette formule apparemment innocente et descriptive, Tyson suggère que l'espèce humaine est divisée entre hommes des rangs et donc des degrés différents, supérieurs et inférieurs, comme le reste de la nature. Au-delà de la ressemblance corporelle, l'orang-outang est, selon l'analyse de l'anatomiste, doté d'organes de phonation identiques à ceux des humains. Même son cerveau, contrairement à quoi on aurait pu s'attendre,
se révèle très similaire à celui de l'homme. Considérez que le cerveau était considéré, était vu comme le lieu de l'âme. Et même, et donc, dire qu'ils sont identiques a des conséquences sur la définition de c'est quoi un homme, finalement. Un autre, Tyson, assigne au pygmée orang-outang des caractéristiques humaines et lui reconnaît des émotions. Il est susceptible de se vêtir et d'éprouver de la satisfaction. Il dort sous une couverture et utilise un coussin, comme l'avait déjà souligné Tulpe. Il s'exprime, je cite, comme un enfant, implorant et donnant des coups de pied. Il utilise des tasses pour boire et il mange dans une assiette tout ce qui lui est offert dans les plats. Il aime boire, mais il est capable de tempérance. C'est à ce stade de la comparaison que Tyson réintroduit ses pédants la distinction qui remonte à Aristote entre l'homme rationnel et l'animal seulement sensible, permettant ainsi le retour de l'opposition entre âme et corps. Donc, les organes, comme vous voyez dans la slide derrière moi, ne sont que des tuyaux et des vaisseaux qui permettent au fluide de passer, mais ils sont passifs. Donc, la faculté la plus noble a sans doute un principe plus élevé. Si vous pensez à Les Voyages de Gulliver, qui sont publiés en 1726, c'est l'une des réponses, sans doute, à l'arrivée de l'orang-outang. Il fait partie du Scriberius Club qui discute de cette arrivée des conséquences. Si vous pensez aux chevaux intelligents qui sont totalement différentes du corps humain, mais ils sont plus nobles que les humains, et aux yahoos, qui sont des singes, qui sont les miroirs de l'être humain, vous pouvez voir qu'est-ce que cela signifie dans les débats de l'époque. Je dis toujours à mes étudiants, si vous voulez comprendre ce qui se passe dans l'Angleterre, à Londres surtout, mais en général en Angleterre des années 20, vous devez lire Les Voyages de Gulliver. Les corps, donc pour Tyson, peuvent être dotés d'organes non fonctionnels inutiles. Mais là, il y a un problème parce qu'Aristote avait expliqué qu'il n'existe pas des organes inutiles. Donc, de facto, la controverse est ouverte. L'analyse de Tyson inspire directement les volumes sur les singes de l'histoire naturelle de Buffon en 1766, qui ne reporte des parties entières de son raisonnement. Il est traduit vraiment à la lettre. Et plus en général, est au centre de la dispute et de la controverse des Lumières, de laquelle je ne vais pas parler ici dans le sens propre scientifique, mais on peut revenir dans les débats si vous le souhaitez. Ce qui m'intéresse ici particulièrement est un autre point, c'est-à-dire dans la grande histoire du vivant, c'est de souligner la dimension publique qui est associée à la circulation de l'orang-outang et son lien avec le commerce des esclaves, car sa présence en Europe ne se limite pas au théâtre d'anatomie. L'opération scientifique est d'emblée inscrite dans un paysage qui dépasse largement le monde savant, comme en atteste l'annonce du journal londonien The Flying Post. Je ne vais pas lire la citation, mais je vais la commenter, donc vous l'aurez également. Ce qui m'intéresse ici, dans cette citation, est triple. D'abord, l'orang-outang appelé monstre, c'est le premier mot des monstres, pour souligner son extraordinaire proximité avec l'homme, mot qui a la même racine de mostrare, montrer, démontrer ou démonere, avertir, est présenté à la fois comme un produit de consommation et de science. Exposé dans un coffee house, d'abord vivant, puis empaillé et un squelette sous l'autorité de la Royal Society. Son squelette, vous pouvez voir, est encore présent, exposé dans les collections du Musée d'histoire naturelle de Londres. Natural History Museum, il y a une partie avec le squelette de Tyson. Donc, les mots-clés, je vais à l'arrière, sont ici observation, information et curiosité. Et la curiosité s'applique aussi bien à l'objet observé qu'au public qui observe. Et deuxième point qui m'intéresse, l'énonciation des titres scientifiques de Tyson et l'autorité de la Royal Society sont invoqués comme garantie de crédibilité et véracité de ce qui est annoncé. Donc, vous voyez, vous avez là Dr. Tyson, lecturers of the Viscera, Surgeon Hall, the physician, etc. Et au départ, vous avez la coffee house, Moncrief Coffee House, et le lieu pour arriver, c'est une publicité de la coffee house.
Le troisième point qui m'intéresse, et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'accent mis sur les différents espaces de la circulation et monstration de l'orang-outang. Et là, vous voyez la dernière phrase, les circuits par lesquels l'orang-outang est arrivé d'Angola en Angleterre sont les circuits de l'esclavage, un aspect qui, à ma connaissance, a été passé sur silence par les historiennes. Et là, il est venu d'Angola en Afrique et était vendu au capitaine au milieu d'un groupe d'esclaves. Ce qui confirme l'idée d'une connexion directe entre le commerce des singes et des esclaves africains. Leurs chimpanzés voyagent à travers les circuits de la traite, confirmant ainsi le rôle central des réseaux esclavagistes transatlantiques dans l'accroissement des collections européennes de curiosités naturelles. Le même scénario se reproduit et se précise 40 ans plus tard. Le succès sensationnel de Madame Chimpansé, venue d'Angola et débarquée à Londres en 1738, buvant du thé et s'habillant, je cite, à la mode française, est l'illustration la plus aboutie de la mise en scène de l'humanité de l'orang-outang. Son cas illustre de manière exemplaire la relation complexe entre culture savante et marchandisation du grand singe dans la nouvelle société du spectacle londonienne, où la dimension publique des divertissements et curiosités est un moteur décisif du développement de la science elle-même. Madame Chimpansé incarne par les journaux l'expression de toutes les questions et réponses qui sont formulées autour des frontières de l'humanité. Donc je passe des traités scientifiques, on peut dire, aux journaux quotidiennes et londoniennes. Les journaux de Londres restituent l'avènement en détail. J'ai trouvé plus que 50 notices dans les 5 mois qu'elles vivent à Londres. Les informations sur son exposition auprès des reines dans le Coffee House, qui à l'époque se présente comme un lieu de rencontre pour voir des animaux exotiques pour un prix modique, sont répandues à travers la publicité, les news, les commentaires des visitateurs. Pour 1 shilling, tous les Londoniennes pouvaient bénéficier de ces nouveaux spectacles, jamais vus auparavant. Ainsi, à travers les différents médias, on peut suivre les processus d'humanisation et d'efféminisation du, ou plutôt de la chimpansée. Parmi beaucoup d'autres notices, tout aussi emphatiques et pompeuses, le London Post annonce ce que vous voyez derrière moi. Arrivé depuis peu sur les vaisseaux Speaker, on peut voir au Coffee House Randall, en face des postes centrales de Lombard Street, il y a toujours la géographie. J'aurais pu vous montrer aussi les lieux des Coffee House qui existent, sont tous concentrés dans le même lieu à Londres. La créature appelée par les Angolais chimpansé ou mockman. Il s'agit peut-être de la plus grande curiosité du monde connu. Les journaux adoptent immédiatement et diffusent largement les nouveaux termes chimpansé, introduits dans le langage anglais comme un terme d'Angola par le capitaine Henry Flower, marchand d'esclaves et capitaine du navire propriétaire de l'animal qui avait transporté à Londres. L'alternative mockman, parodie d'homme, ou moquerie par imitation de l'homme, met en évidence la relation mimétique entre les singes et l'homme. Une relation qui est encore aujourd'hui enregistrée dans diverses langues européennes. Pensez au verbe anglais to ape, les français singer ou l'italien scimmiottare. Mais l'emploi du nouveau mot chimpansé ne conduit pas jusqu'à la fin du XVIIIe siècle à distinguer les grands singes africains de l'asiatique, mais il se superpose aux autres termes. Donc, d'un point de vue scientifique, ça ne change strictement rien. Le London Magazine annonce, là, la deuxième citation, qu'il montre que c'est vraiment tellement rare qu'il convient, et ça, les journaux les soulignent tout le temps, beaucoup plus savoir être propriétaire d'un chimpansé qu'être propriétaire d'un esclave. Le London Magazine annonce l'avènement ajoutant des informations supplémentaires sur les itinéraires des chimpansés vers l'Europe.
Et vous pouvez voir que a most surprising creature is brought over in the speaker just arrived from Carolina that was taken in a wood at Guinea. Cette phrase, pour moi, au départ, ne signifiait absolument rien. Je ne comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Au moment que je vous dis que ça, c'est la traite et la traite triangulaire, tout devient clair. Mais au départ, je disais, mais pourquoi la Carolina qui est en Afrique? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Donc, ce qu'il dit, c'est que vraiment, récemment arrivé de la Caroline, après avoir été capturé dans les bois de Guinée. Tout comme les pygmées de Tyson, cette nouvelle curiosité est introduite en soulignant qu'elle, she, dans les textes, est arrivée au bord du navire esclavagiste Speaker. Capturée en Afrique, elle est parvenue à Londres via la Caroline du Sud, suivant la route bien établie du commerce triangulaire. Alors, vous pouvez regarder ici, ça, c'est le site web qui est très utile à tout le monde qui travaille sur les questions de l'esclavage, Slave Voyage.org. C'est très utile parce que c'est possible d'interroger ces sites avec le nom du bateau, avec le nom du capitaine, avec le lieu de départ ou le lieu d'arrivée, etc. Et vous pouvez voir que... ça, c'est le 4e voyage du capitaine Henry Flowers. C'est le voyage à travers lequel il amène les chimpanzés à Londres. Et vous pouvez voir, par la même source, par exemple, vous pouvez voir toute une série de détails sur ces voyages. Les dates et la durée du voyage, l'équipage, les nombres des esclaves achetés et arrivés à destination, les calendriers, et le calendrier julien, donc il y a 15 jours plus ou moins de différence par rapport au grégorien. Et donc, vous voyez aussi qu'il arrive le 22 septembre 1738, selon le calendrier julien, et que la première chose que j'ai trouvée annonce, c'est le 21 septembre de non, l'autre, excusez-moi, ça c'est le calendrier grégorien, et ça c'est le calendrier julien. Donc, cela signifie qu'immédiatement, du moment qu'elle arrive, il y a une publicité très importante. La deuxième partie de la vie enregistre que les chimpanzés marchent naturellement debout, upright naturally, mangent et boivent comme les humaines, est habillé de soie et manifeste un grand mécontentement quand on soulève son vêtement pour en vérifier les sexes, signe évident d'un sens inné de la pudeur. L'histoire de Madame Chimpansé souligne le caractère indissociable de la brutalité de l'esclavage et de la politesse et sensibilité de la nouvelle société de consommation. On retrouve ces liens dans la fabrique de sa prétendue fémininité. Un visiteur, par exemple, ajoute à la longue liste de caractéristiques féminines qui lui sont attribuées, comme les bonnes manières, comme le fait de s'habiller en soie, etc., un instant maternel naturel, illustré par sa réaction attendrie face à un bébé que sa mère lui tend et qu'elle embrasse, délaissant sa paume et sa tasse de thé. Le clou de la mise en scène de la femme singe est qu'elle est habillée en soie et présentée dans la pratique sociale de la consommation du thé. Dans ces cas également, les images jouent un rôle central dans le processus d'humanisation du singe. L'humanisation de la chimpansée atteint son paroxysme à travers le langage visuel. La gravure réalisée par Gérard Scotton II, d'après les dessins de Hubert François Gravelot, des principaux représentants du style rococo en plein essor à l'époque, est significative de ces processus d'humanisation par médiatisation. Les portraits faits d'après nature montrent que la chimpansée est devenue une célébrité. La gravure de Scotton est enrichie de façon significative d'un décor rococo, comme vous pouvez voir derrière moi. Les mouvements artistiques qui font de la frontière entre naturel et artificiel le corps même de son esthétique, selon l'analyse fine de Katie Scott. L'image se déploie sur les fonds. Si vous les suivez, de gauche à droite, le chimpansé n'est pas montré dans la coffee house, mais dans son environnement supposé d'origine, ce qui accentue les contrastes entre un personnage devenu poli après, et grâce à son arrivée dans la métropole londonienne et son milieu naturel. On pourrait même lire l'arrière-plan de gauche à droite comme une allégorie des étapes du processus d'humanisation du chimpansé. À l'origine, rampant sur un palmier, et là, c'est avec un Africain qui la chasse, donc c'est son propre histoire, comme elle a été prise.
Après, vous voyez l'orang-outan en famille avec un bâton pour rester bipède. Et finalement, au premier plan, Madame Chimpansé, bâton à terre, vous les voyez derrière moi. Là, il y a les bâtons à terre, mais à la place du bâton, et avec sa main, il garde et il peut tenir une tasse de thé. Symbole par excellence des meilleurs produits de luxe importés de la Chine et destinés à la consommation des élites. En effet, la consommation de thé émerge sur les marchés britanniques après l'ouverture du commerce des cantons avec la Chine de manière régulière par la Compagnie anglaise des Indes orientales en 1717. Cela signifie qu'en 1730, on est encore au départ où le thé, c'est un produit de luxe. Ce n'est plus le cas à la fin du siècle. Le thé devient assez rapidement un produit populaire, mais dans les années 30, ce n'est pas encore le cas. Pour une comparaison, jetez un coup d'œil au frontispice du volume collectif, qui est un volume qui a fait date, édité par Maxim Berg et Elizabeth Eager, Luxury in the 18th Century, qui reproduit les tableaux de l'artiste anglais Richard Collins, de Tea Party, qui vous montre que la tasse de Madame Chimpansé est exactement la même tasse de porcelaine qui arrive de Chine. Et ici, vous ne voyez pas la chimpansée comme on aurait pu imaginer, habillée de soie, mais elle est nue parce que ce qui prévalent, c'est les gestes et les regards de l'anatomiste. Mais tous les éléments principaux de la description de Madame Chimpansée sont présents, c'est-à-dire la porcelaine, la soie, même si elle n'est pas habillée en soie, et le thé comme produit. L'image connaît un succès de public incroyable, et soudain à Londres. En 2 semaines, les libraires de Londres et Westminster annoncent l'épuisement des copies disponibles, mais il assure qu'il y en aurait d'autres. Mais il a écrit dans plusieurs journaux, s'il vous plaît, arrêtez d'envahir les bookshops, on n'a plus rien. Le texte au bas de l'image est une dédicace, je peux revenir à l'arrière, à Sir Hans Sloane, qui avait succédé à Newton en 1727 en tant que président de la Royal Society, et ce qui témoigne de l'intention d'obtenir le patronage de l'institution scientifique plus importante de l'époque. On répète ici tous les éléments qu'on connaît déjà, saillants de son origine, de son caractère, ses bonnes manières, en terminant par l'observation que les mâles de l'espèce forcent les femmes et osent attaquer un homme armé, comme a fait sa mère pour chercher à défendre sa petite. Les présidents Sloane se rendent au coffee house pour observer les chimpansés, un aspect qui montre la multiplication des étapes de la science, y compris dans des lieux non institutionnels. Il s'est dit, je cite, extrêmement satisfait et déclare que le chimpansé est la créature, je cite encore, la plus proche de l'espèce humaine. Très rapidement, l'image est continuellement utilisée dans d'autres lieux, comme les Novact Eruditorum, et ici, dans les Amenitas académiques de l'étudiant russe Oppius de Linné, mais vous pouvez voir que plutôt que la tasse de thé, il montre la poitrine dans la nouvelle nomenclature de Linné qui introduit pour la première fois la classe des mammifères. Donc, il change de signification aussi. Il n'a plus de tasses de thé. Le thé en 1763, c'est moins intéressant, mais la définition et la classification l'est. Et il est aussi utilisé dans l'un des premières histoires naturelles pour la jeunesse. Et là, je n'ai pas le temps d'insister, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'idée de la modestie et de les bonnes manières qui donne satisfaction aux ladies, et c'est ces passages entre her, she et it dans l'anglais, donc quelquefois un animal, quelquefois humaine, et ainsi que la construction du couple. Il y a les mâles de Tyson d'un côté et Madame Chimpansé qui est là, n'a plus la tasse de thé mais marche comme les mâles avec un bâton en parallèle mais qui se reconstruit les couples. Et j'irai encore plus vite. L'été
a une longue histoire, les chimpanzés qui boivent du thé ou les orang-outans qui boivent du thé, ça sont des vrais orang-outans, et à Regent's Park, et vous pouvez voir aussi, et ils deviennent aussi au centre de la publicité des PG Tips, avec si vous regardez sur YouTube pour voir la Tips Family, vous voyez plein de publicités avec la voix de Peter Sellers et d'autres artistes et acteurs, et on peut dire que les tips, les PG Tips passent en 2 ans, entre 1956, qui commence à faire ses publicités, à 1958, du 4e au premier poste pour la vente d'été en Angleterre. Et cela arrive jusqu'à 2002. Donc c'est très récent. Comme à Regent's Park, jusqu'aux années 1980, c'était possible de voir les Tea Party à 5 heures ou à 4 heures, je ne sais plus. Et ma mère me raconte que c'était absolument normal de voir cette performance chaque jour. Mais revenons au XVIIIe siècle. Durant son séjour dans la capitale britannique, le chimpanzé réalise une impressionnante ascension sociale qui la conduit, en suivant les désirs, je cite les journaux, de plusieurs personnes de qualité, de son premier coffee house à bon marché dans un autre lieu qui s'appelle The White Perruque de Mr. Lefleur à Charing Cross. Et là, des African Lady Mademoiselle Chimpansé, il dispose d'un appartement séparé pour les dames et s'habille de manière toujours plus élégante, selon, c'est là qu'on parle, des fashions à la mode à Paris. Là, les journaux rendent compte, en outre, d'une croissance de 2 pouces qui aurait correspondu à une croissance intellectuelle de ses capacités et compréhension humaine. La fabuleuse carrière de Madame Chimpansé, minutieusement fabriquée et rapportée des journaux britanniques, s'interrompt brutalement avec sa mort inattendue en février 1739. 5 mois après, son arrivée triomphale à Londres. Le London Daily Post souligne la grave perte économique que cette mort constitue pour les propriétaires. L'Universal Spectator capture la scène et c'est assez violente la façon dans laquelle elle est capturée parce qu'il dit très clairement elle se rendait compte, on dit qu'elle semblait être très consciente qu'elle allait mourir et à la surprise des présentes se comporta en grande partie comme une noire en noir, on ne sait pas parce qu'en anglais il ne le dit pas, dans des circonstances similaires. La perte du propriétaire par sa mort est très considérable car elle était une sorte de domaine pour lui. Estate, c'est intéressant parce que d'un côté c'est un bien meuble vendu comme les esclaves et de l'autre côté c'est un estate, donc racine dans la terre, si vous voulez, d'un point de vue du droit, c'est intéressant je trouve. Et donc il est ironique de noter que les journaux parlent de la mort de son propriétaire dans ces termes, c'est-à-dire est mort M. Flower, qui était le propriétaire de la fameuse chimpansée. Revenons au dernier point que je vais faire, c'est l'autopsie dont elle fait l'objet est réalisée rien moins que par Hans Sloane lui-même, donc encore le président de la Royal Society. Hans Sloane est aussi le futur fondateur du British Museum, et aux côtés du chirurgien de la famille royale John Ramby. Un autre témoignage de l'importance sociale et économique acquise par la chimpansée. La cause de la mort est attribuée à l'addiction au thé, retrouvée en quantité extravagante dans son corps et cause de jaunisse. Ce qui importe, au-delà d'un rapport médical appelé à faire sourire les lecteurs d'aujourd'hui, c'est que les autorités scientifiques, relayées par la presse, vous les voyez derrière moi, concordent sur le fait que les chimpansés étaient parfaitement de l'espèce humaine. Le cas de Madame Chimpansé a des conséquences significatives et pas si amusantes qu'il faut souligner pour saisir le débat des Lumières sur les frontières de l'humanité. La célébrité qu'elle a acquise dans les coffee house a familiarisé auprès d'un large public britannique et européen l'image de grands singes sensibles et éduqués, naturellement dotés des sentiments d'émotion et de compassion.
D'une part, l'addiction de la chimpansée au thé et aux robes en soie, à la mode française, à un moment des crises des manufactures britanniques, est un avertissement contre l'émasculation de la société de consommation, symbolisée par les coffee houses et caractérisée par la fémininité. Madame Chimpansé, vendue et achetée parmi des Africains mis en esclavage et propriété d'un marchand d'esclaves, est présentée comme une dame polie participant à la pratique sociale de la consommation de thé, une société qui pouvait se permettre le luxe d'être polie seulement sur le dos d'un commerce brutal. D'autre part, l'insistance des médecins sur la modestie, la pudeur, la chastité contribue à la naturalisation et à l'universalisation de ces caractéristiques en tant que féminines. Cela devient ainsi un modèle prescriptif pour les femmes européennes des classes hautes et moyennes du XVIIIe siècle, un aspect déjà souligné par Londa Schevinger. Dans la réalité coloniale de l'époque, la conséquence d'une telle construction se traduit par une hiérarchisation des femmes à travers le globe. C'est précisément la délicatesse naturelle et l'élégance des femmes européennes qui les distinguent des autres femmes construites parallèlement et à travers d'autres circuits d'information, comme étant immodestes, impudiques, insensibles, c'est-à-dire, dans les termes du XVIIe siècle, sauvages ou dégénérées, principalement les femmes africaines, considérées comme moins fragiles physiquement et donc moins aptes aux travaux les plus durs. Et je pense ici au travail de Jennifer Morgan sur Laboring Women, où les mots labeur, c'est aussi faire des enfants avec, comme en français, et travailler. Si j'ai tant insisté sur l'humanisation du chimpansé, c'est précisément parce que je pense que cela joue un rôle central dans la déshumanisation de l'Africain réduit en esclavage. L'association entre les esclaves et les grands singes s'intensifie de manière vertigineuse en Grande-Bretagne dans le contexte de la campagne abolitionniste des années 1770-80. Là, je serai encore plus rapide. Je vous présente seulement comme l'un des esclavagistes, pro-esclavagistes, qui écrit une histoire de la Jamaïque en 3 volumes qui s'appelle Edward Long. C'est les points de référence de l'histoire de la Jamaïque. Il est un planteur qui rentre en Angleterre dans les années 70, où il trouve un climat totalement différent à cause du cas Somerset, 1772, à travers lequel qui est considéré l'une des premières batailles anti-esclavagistes qui ont des succès, c'est-à-dire la sentence dit simplement qu'un esclave qui arrive en Angleterre n'est pas obligé à repartir en colonie. Mais elle est lue immédiatement qu'un esclave qui arrive en Angleterre devient libre. C'est comme ça qu'il est lu. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Les droits n'assurent plus la propriété. Et donc, la différence est cherchée dans la nature, dans la différence naturelle. Et là, vous voyez que toute la partie qu'il appelle nigros est toute une comparaison avec l'orang-outang. En Jamaïque, je vous assure qu'il n'existe pas des orang-outang. Mais tout est construit avec l'orang-outang gentil et poli, et en revanche, les Noirs qui mangent par terre, qui n'utilisent pas la fourchette et les couteaux ni rien. L'opposition est directe. C'est notre Edward Long. Vous pouvez voir dans cette citation que même si c'est ridicule, ludicrous, as the opinion may seem, I do not think that an orangutan husband would be any disgrace to an hottentot female. Vous voyez l'inversion? C'est socialise l'orang-outan qui devient un mari et l'hottentot, utilisé ici comme emblème de l'africanité, même si on aurait beaucoup à discuter sur ces terminologies, qui est réduit à une femelle. C'est totalement inversé la question. Et la deuxième citation, vous voyez que l'orang-outan, donc humanisé, has une forme, dans la forme beaucoup plus proche du noir que les noirs, negro race, il utilise, dans the latter dear to white men. Final. Et je vous montre ici simplement que les mythes de l'accouplement entre l'orang-outan et le grand singe est utilisé aussi par la science. Là, c'est les frontispices une chose, serait une traduction de Linné, mais c'est un Linné très bien revisité par plein d'autres choses dans les années 90. Et vous voyez que c'est le même plan, c'est le même scénario de Madame Chimpansé. Cela montre
Combien c'est Madame Chimpanzé, cette gravure a eu importance, mais vous le voyez aussi dans A Genuine and Universal System of Natural History, dans les frontispices, donc des orang-outans carrying off des negro girls, orang-outans qui prennent la femme. Et Edward Long termine, et ça c'est la dernière citation sur laquelle je vais terminer mon topos en disant je la lis en français, vous l'avez l'original en anglais derrière moi. Les femmes accouchent avec peu ou pas de travail. Elles n'ont donc pas, ça on parle des femmes noires esclaves, elles n'ont pas donc plus besoin des sages-femmes que la femelle orang-outan ou tout autre animal sauvage. Une femme met au monde son enfant en un quart d'heure, va les mêmes jours à la mer et se lave. Certaines ont même été connues pour mettre au monde des jumeaux sans un cri ou un hurlement. Ainsi, elles semblent exemptées de la malédiction infligée à Ève et à ses filles. Je multiplierai la peine de ta grossesse, tu enfanteras des fils dans les douleurs. Ça, c'est la Genèse 3.16, et Long cite la version de King James, que c'est la version officielle. Comme l'illustre la History of Jamaica de Long, de la manière la plus virulente, l'association entre les Africains et les grands singes et sa forte dimension sexuelle depuis les années 1770 était devenue un lieu commun dans les débats les plus fondamentaux à l'ère des révolutions. L'esclavage, pensé avec les animaux, n'était donc pas seulement une spéculation philosophique, mais une question politique centrale au siècle des Lumières. Comme aujourd'hui, la science n'est jamais pure. Elle n'est pas séparée de son contexte d'élaboration et de formation. Merci Sylvia Sebastiani pour cette magnifique conférence avec des images, on en a parlé tout à l'heure, d'une puissance assez remarquable. Je passe maintenant la parole à la salle pour des questions. On a encore une dizaine de minutes pour en poser. Est-ce qu'il y a d'autres avis sur les grands singes, les gorilles? Parce que là, votre exposé est focalisé sur les orang-outans, chimpanzés. Est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport aux gorilles, des grands singes? Au-delà des garles et gorilles, des brassins, non, parce que les gorilles arrivent en Europe seulement dans les années 1840. Donc, c'est vraiment avec Darwin que ça devient les singes et les grands singes. Et ici, j'ai pointé surtout sur les chimpanzés plutôt que sur l'orang-outan, mais les procès est totalement parallèle au point qu'au British Museum, par exemple, dans la vie de Sloane, il y a 5 entre orang-outan et chimpanzé. Dans certains cas, on ne sait pas si c'est un orang-outan ou un chimpanzé. Et dans d'autres cas, on le sait parce qu'on sait qui est les propriétaires, qui est les capitaines qui l'a amené, et donc on sait d'où il vient. Mais sinon, c'est l'une des questions. Et donc, tout ça pour dire, mes étudiants souvent me demandent, mais comment c'est possible de confondre un orang-outan avec un chimpanzé? La question, c'est comment on définit l'homme à cette époque. Linné pense que les sirènes font partie de l'humanité. Et j'ai fait un exemple parmi beaucoup d'autres que je pourrais faire. Donc, ce n'est pas si extraordinaire qu'un grand singe vivant qui arrive chaque 30 ans, 40 ans, parce que c'est comme ça, dès ce qu'on sait au moins. Et donc c'est très rare et c'est improbable qu'elle puisse les comparer de façon plus précise. Fabrice? Oui, merci. Je réponds à votre invitation à revenir sur le débat que les Lumières déploient sur cette question-là. Je pense tout de suite à Rousseau, en fait, qui est un lecteur de Tyson par le journal économique, le débat entre Tyson et Ulysse, que traduit en français dans le journal économique. Et il en fait cette fameuse note 10 du second discours. Et l'avantage de Rousseau, c'est qu'il nous embarrasse toujours. C'est-à-dire qu'il nous déporte toujours dans un discours qui est un discours critique des Lumières, au fond. Et il associe dans cette note 10 une réflexion sur l'humanité à l'état de nature qui va un tout petit peu dans le sens de ce que vous observez. Mais l'association qu'il fait, c'est avec les enfants sauvages. J'aimerais vous entendre à ce propos, parce qu'au fond, ce qu'il dit, c'est que toutes les
voilà, toutes les remarques, les observations qu'on fait sur les orang-outans. Bon, lui voudra bien croire toutes ces observations le jour où ce sera un vrai savant. Bon, alors que toutes ces observations, en fait, on les a par des missionnaires, par des marchands, par des gens cupides et ignorants. Et ces mêmes personnes, si elles étaient tombées sur des enfants sauvages, les auraient mises en cage. Il me semble qu'il développe une anthropologie qui est un peu moins tragique, au fond, que ce que vous avez montré. Tout à fait, merci pour la question. J'ai un chapitre entier sur Rousseau et sur Monboddo, Lord Monboddo, qui est en Écosse, vraiment les plus rousseauistes, même si Lord Monboddo est aussi un juge de la Cour de Cassation et un juge totalement pro-esclavagiste pour le retour de l'esclavage. Donc, il y a aussi cette dimension différente entre eux. Mais tout ça pour dire, ces notes 10, c'est l'une des notes les plus belles. Si d'autres n'ont pas lu cette note 10, vous devez absolument la lire parce qu'elle commence avec vraiment une mise en question de l'eurocentrisme, pas de l'anthropocentrisme totalement, je vais revenir, mais de l'eurocentrisme en disant plus l'homme européen voit et conquête le monde, plus on connaît que l'Européen, exactement parce que ce n'est pas un philosophe qui voyage, mais ce sont des voyageurs ignorants qui ne répètent que ce qu'ils ont déjà dans la tête, donc eux-mêmes. Mais donc, à juste titre, l'autre côté, c'est le fait que peut-être les anciens prenaient les orang-outans comme des satyres, donc comme des dieux. Aujourd'hui, on les prend comme des animaux, peut-être ne sont que des hommes. Et l'enfant sauvage est l'exemple vivant, existant à l'époque. Dans cette époque, il y a plusieurs enfants sauvages qui sont trouvés. Il y a Peter the Wild Boy, qui est trouvé dans Hanovre et amené en Angleterre à la cour anglaise de George Ier. Et c'est Arbuthnot, donc l'ami de Swift, dans le même Scriberius Club, qui cherche à l'enseigner à apprendre un langage et n'arrive jamais à l'enseigner un langage. Donc, il dit, si c'est le langage qui fait la différence entre humanité et animalité, et ça, Monboddo le dit encore plus que Rousseau. Il écrit 6 volumes de l'ancien métaphysique et 6 volumes de l'origine des langues, où il revient sur la question de l'orang-outan et sur l'humanité de l'orang-outan tout le temps, au point que ces 6 volumes, on a l'impression d'avoir déjà lu, parce qu'il répète la question. Donc, si Peter the Wild Boy est un homme, l'orang-outan peut l'être également. L'autre question, il y a aussi la Marie Angélique, trouvée dans les Champagnes dans les fin années 40, qui en revanche parle et même accueille. Monboddo va la voir à Paris pour la rencontrer et qui est l'autre exemple. Sa trajectoire, c'est la trajectoire de l'humanité au sens. Et ça, c'est un point important, qu'avec les Lumières, le langage n'est plus le langage donné par Dieu, mais c'est un langage qu'on construit dans le temps. Et il y a au moins trois mots clés qui se forgent dans les années 1750. L'un, c'est civilisation, c'est-à-dire les mots existent au précédent, mais signifient une cause pénale qui devient civilisée. En revanche, à partir des années 50, devient même l'emblème du passage de l'état sauvage à l'état civilisé. Deuxième mot, c'est perfectibilité, que c'est Rousseau et les frères Grimm qui l'utilisent pour la première fois en 1755, donc dans ces discours sur l'inégalité parmi les hommes, dont on a cette note 10, qui signifie un éloignement de l'état de nature, donc avoir une signification positive ou négative. Et le troisième mot-clé des années 50, et là, en général, les historiens ne le soulignent pas, mais je pense que c'est très important, c'est reproduction. On passe de la génération à la reproduction. La reproduction, pour Buffon, devient la définition même de l'espèce. Des animaux sont de la même espèce, s'ils reproduisent, c'est produit un fils féconde. Et donc, la question de la temporalité dans les trois cas est une question essentielle et ça fait partie du débat des Lumières. Dernier petit point, je termine sur cela, et les Lumières sont un débat. Il n'y a pas une vision unique des Lumières. Et donc, ça c'est très important. J'ai montré une partie, mais une partie minimale des possibilités que j'avais.
la question très importante est de montrer si les Lumières nous ont laissé un héritage, c'est un héritage très incertain, dans le sens où je pense que sur l'humanité, il n'y a pas une définition unique ni définitive. Il n'y a pas de définition. Il y a un doute épistémologique que nous avons hérité. Merci. Je pense qu'on a le temps pour une dernière petite question. Oui. Bonjour, merci beaucoup. Vous avez montré qu'on disait que Madame Chimpanzé était habillée. Mm-hmm. Est-ce qu'on a des images ou des descriptions de son habillement? Parce qu'il n'y a que des images d'elle déshabillée. Et donc, ça serait intéressant de... C'est quand même étrange. Enfin, il y a des choses à dire, je pense. Oui, c'est une question importante. Et les deux images qu'on a, c'est celles que j'ai montrées. C'est-à-dire l'image... cette image ici et cette image ici, que c'est la même que j'avais montrée sans les derrière. Ce sont les seules deux images, et ça, c'est la seule image prise après nature, c'est-à-dire à la Coffee House. Par ailleurs, il y a toute une partie des journaux qui expliquent que Gravelo, c'est le seul qui a ses droits. Tous les autres, il faut douter des imitations. Mais c'est intéressant, sans doute. Tous les journaux parlent d'elle comme habillée tout le temps. Et tous les lettres, il y a plein de journaux, des personnes comme... Et maintenant, j'ai évidemment un lapsus sur les noms. Il y a plein de duchesses, etc., qui ont des journaux intimes qui parlent de la visite de Madame Chimpanzé, qui l'a décrit habillée en soie. Donc, on a plusieurs sources qui nous montrent qu'elle est habillée en soie. Et Bormann a toute une partie qui décrit sa visite à la Coffee House et donc qu'elle l'a décrit de façon assez précise comment elle était habillée et qu'est-ce qu'elle fait, sa performance. Mais je pense là que c'est vraiment le regard anatomique qui intéresse, qui importe, qui prévoit à la fin. Et c'est intéressant, tout à fait. Moi, c'est la première chose que je me disais, mais pourquoi elle n'est pas habillée et contre toutes les descriptions. Et moi, je voudrais bien voir comment c'était habillé par rapport à les orang-outans ici, par exemple. Est-ce qu'ils sont habillés de la même façon? Est-ce que c'était avec une robe? Oui, apparemment, c'était une robe parce que c'est décrit comme une robe. Mais je voudrais bien les savoir, moi aussi. Ce qui est certain, que quand elle meurt, elle est mise sous alcool, comme sous rhum, comme la grande partie, c'était la façon plus typique pour les conserver avant la taxidermie. Et donc, elle est à nouveau totalement nue. Et elle est mise et exposée avec un mâle que le même capitaine Harry Flowers avait amené auparavant, mais qu'il était mort pendant le voyage. Et c'est intéressant qu'au moment même de la mort de Madame Chimpanzé, la couple se récompose et tous les deux sont... Et les journaux disent même, c'est bien mais maintenant, parce qu'avec tout cet habit des soies, etc., on ne voyait rien. Et maintenant, on voit bien plus comment c'est son corps et la différence entre les sexes, par exemple. Merci beaucoup. Je crois qu'on doit s'arrêter là. Merci encore beaucoup pour cette magnifique conférence.